Bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreuses et nombreuses dans cette conférence. Comme d'habitude, je pense que nous allons faire salle pleine cet après-midi. Donc 50 minutes, on va parler ensemble d'intelligence artificielle, l'IA dans tous les états. Vite, les nouvelles intelligences artificielles bousculent la relation client. Alors on va voir un sommaire qui va être très simple. On va faire une petite présentation des intervenants, donc nos experts qu'on a sélectionnés et réunis aujourd'hui. On verra en quoi l'intelligence artificielle révolutionne la relation client. Le raz-de-marée de l'IA générative, et là Sarah nous en parlera avec grand talent. Ensuite, on verra comment ça se passe de manière vraiment concrète avec Flavien de Hublouf. Et ensuite, on verra vraiment l'utilisation à tous les niveaux, callbot, chatbot, Agent Assist chez Stellian. Alors, à la fin, bien sûr, une petite séance de synthèse suivie d'une question-réponse. Alors, là, on a vraiment de la chance. On a vraiment 4 experts qui sont, enfin 3 experts, qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Donc, Vincent Lehir, responsable innovation du groupe Stellian. Flavien Duetto, co-founder d'Hublouf. Sarah Martineau, notre partenaire technologique IDETA. Et bien sûr, moi-même, Frédéric Canevet, product manager et grosse marketeur chez Eloquent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore IDETA, Sarah, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, nous, IDETA, on est une société qui a été créée en 2017 et notre but, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'IA et d'automatisation. Et pour faire ça, on a construit une suite de solutions no-code, multi-IA, multicanal pour améliorer la relation client et la communication avec ses clients. Ben, merci Sarah, donc notre partenaire techno. Ensuite, donc, Vincent. Donc Stellian, nous on est les experts en fait qui viennent en cas de sinistre en fait évaluer les dommages en fait de vos habitations. Mais là aujourd'hui, on va plus parler relations clients et on va plus présenter ce qu'on est capable de faire pour aider les assureurs ou tous les grands corporates à accompagner leurs clients en fait dans la gestion de la relation client. Ouais, c'est vrai que vous travaillez entre guillemets dans l'ombre, puisqu'à chaque fois qu'on a un dégât des eaux ou les incendies ou les inondations, comme tu l'as dit dans le nord de la France, derrière, il y a vos experts qui viennent sur le terrain et faire cette expertise. Et justement, vous leur mettez à disposition les outils d'intelligence artificielle. Exactement. Et tout l'enjeu d'accompagner les assurés, c'est avant tout un enjeu de relation client, prendre en compte les assurés au bon moment, avec le bon niveau de relation et la bonne expérience pour tirer le meilleur profit pour tout le monde. Ben, merci Vincent. Alors Flavien, qu'est-ce que c'est Hublouf ? Hublot est un logiciel de gestion locative en SaaS, donc en ligne. On a créé la société en 2020 et donc on va accompagner des particuliers ou des professionnels dans de la gestion locative, donc baux, facturation, et on le fait au travers de 3 interfaces. Gestionnaire, extranet locataire et pour faire les états des lieux. Et on a essayé de faire pas mal de choses dans l'outil. On a essayé d'avoir une approche très design, donc on essaie d'avoir un outil fluide et beau. Et on a essayé d'amener de l'automatisation. C'est pour ça qu'on utilise pas mal de l'IA générative au sein de l'outil. Donc vous aurez à la fois le point de vue de la grande entreprise, vous êtes 2000, 3000 je crois chez Stellian ? 3000 aujourd'hui. Ouais. 3000 chez Stellian et chez Hublot. On n'est pas encore 3000, on est 20 à peu près. Voilà, donc vous aurez à la fois le point de vue de la start-up qui est très agile et le point de vue de la grande entreprise qui doit respecter des process. Alors pour nous, en fait, Eloquent, c'est très simple. On est éditeur de solutions, de centres de contact et de voix du client et du collaborateur. On est là pour aider les entreprises à gérer, orchestrer et mesurer leurs conversations avec leurs clients. Donc on gère presque un demi-milliard d'interactions, chat, téléphone, SMS, etc. par an. On envoie 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année. Donc je pense que vous avez à un moment donné reçu un formulaire venant de notre part, 320 clients et 120 experts dans le monde. Donc, comme je le disais précédemment, donc éditeur, donc on a un orchestrateur omnicanal qui est au centre de nos outils. Et ensuite, on va gérer les conversations, voix et digitales. Gérer bien sûr le self-care avec bien sûr tout ce qui est chatbot, callbot, SV visuel, etc. Pilotage de la performance, quality monitoring, etc. Et bien entendu, la voix du client et du collaborateur, puisque c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est au cœur du sujet d'aujourd'hui, mais le client, le collaborateur sont également clés dans la réussite de bonne expérience client. Bien sûr, tout ça au service de la connaissance client. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant, on va passer à une petite introduction. Donc, comme je le disais, l'IA, c'est une véritable révolution dans la relation client. Ça apporte vraiment quelque chose l'IA générative, qui a fait un bond en avant. Et c'est pour ça que vous êtes, je pense, si nombreux aujourd'hui. C'est pouvoir découvrir les différentes évolutions et appréciations. Donc là, ici, j'avais fait une petite vidéo sur comment en fait, on va pouvoir utiliser l'IA générative. Mais ce qui est plus intéressant, c'est voir les cas clients qu'on va voir avec nos clients et partenaires. Donc en fait,
quand on parlait de IA dans tous les ITA, c'est que tout simplement, il n'y a pas qu'une seule intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. Elle peut être descriptive pour choisir des informations, identifier des tendances, etc. Prescriptive pour avoir des plans d'action, savoir si un client va churner, s'il va faire appel à un avocat. Prédictive pour l'agent, générative, la générative vocale, conversationnelle. Bref, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle et selon le besoin, l'une ou l'autre va être plus intéressant économiquement ou fonctionnellement. Par exemple, si on est ici dans la partie IA générative, IA descriptive ou prescriptive, on va analyser par contre des parcours clients, des verbatims, des retours clients, des emails pour identifier des signaux faibles, pour identifier au contraire des grandes tendances et savoir où agir en priorité dans le parcours client. On peut également travailler sur l'IA générative vocale pour tout simplement personnaliser l'accueil avec des voix humaines. C'est-à-dire qu'on oublie le SVI classique avec une voix un petit peu robotisée. On est capable de cloner une voix et même de cloner la voix d'un collaborateur pour faire un accueil personnalisé. On peut également utiliser l'intelligence artificielle générative pour aider l'agent à être plus efficace. Là, ici, c'est par exemple de la suggestion de réponses personnalisées à des emails. Ça peut être également l'IA générative pour résumer des conversations. On a quelqu'un au téléphone, au lieu de saisir à la main les informations, c'est l'intelligence artificielle qui va résumer. Donc bref, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'analyse émotionnelle. On va pouvoir analyser dans les emails reçus le sentiment du client et le traiter en urgence. S'il y a un client qui est très très mécontent, on ne va pas le traiter en dernier, on va le traiter en priorité dans la file d'attente. Alors là, je vous ai donc parlé des différents types d'IA, mais c'est vrai que l'IA générative est véritablement au cœur de toutes les préoccupations et c'est ça qui a fait faire un bond en avant dans la relation client. Alors justement, Sarah, pourquoi on va utiliser l'IA générative et en particulier pourquoi l'IA générative dans les bots et qu'est-ce que ça change ? Alors, qu'est-ce que ça change? Pour ceux qui connaissent un petit peu l'IA classique, donc l'IA classique, il va falloir créer une grosse base de connaissances, créer des intentions, créer des phrases d'exemple. Et en fait, toute cette procédure va durer au minimum 6 mois pour obtenir un chatbot qui va être à peu près pertinent. Avec l'IA générative, on va lui faire ingérer les conversations passées, des documents, et en quelques jours, le chatbot sera très pertinent, comprendra beaucoup plus de choses. Donc tout d'abord, c'est la rapidité pour déployer ce chatbot. Ensuite, ça va permettre de traiter un plus large scope. Là où en fait, avant, on ne pouvait pas se permettre de faire un entraînement très large, parce qu'en fait, vous avez vu, ça prenait beaucoup de temps. Là, en fait, de base, il va connaître un scope de choses qui vont être bien plus importants. Donc il y a quand même ce scope qui est beaucoup plus large. Et la pertinence des réponses. Aussi, un point très important avec l'IA générative, et qui, de mon point de vue, est cœur dans la relation client, ça va être la personnalisation. Avec de l'IA classique, il fournissait une réponse définie, que vous définissiez. Donc, merci beaucoup pour vous inscrire, c'est ce lien-là. Avec l'IA générative, elle va venir s'habituer, regarder le contexte de la conversation et utiliser les informations personnelles. Donc, potentiellement, elle va dire « Merci Sarah pour votre message. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur ce lien-là. » Elle va personnaliser l'échange et donc, c'est quand même ça très important dans une relation client. Donc, la mise en place, là, on le verra après, mais la mise en place, c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est aussi un point non négligeable. Quand on veut lancer un projet, la mise en place est nettement moins chère. Ça va aussi permettre, et ça va avec la personnalisation, d'avoir une relation beaucoup moins robotisée. On va être sur un échange. Qui a déjà utilisé ChatGPT dans cette salle ? Voilà, donc, là, on est très nombreux. Quasiment tout le monde lève la main. Là. Exactement. Et donc, en fait, vous voyez bien que l'échange qu'on a pu avoir avec ChatGPT par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec des IA classiques, si vous aviez testé des chatbots de support client plus traditionnels, c'est beaucoup plus personnalisé. C'est beaucoup plus dans un échange, un contexte. Donc, voilà. Donc, quelque chose de beaucoup moins robotisé, et ça, c'est certain. Et on en a parlé, plus de dialogue et plus de contexte pour venir comprendre le besoin du client. Ouais. Alors, juste à titre d'idée, combien de temps on mettait pour faire un projet de chatbot simple avant et combien on met de temps maintenant pour qu'il soit peut-être pas le parfait, mais qu'il soit déjà utilisable? Alors, nous, en démo, par exemple, on le fait pendant la démo, on montre à notre client qu'en quelques minutes, on va pouvoir utiliser toute la base connaissance de leur site web et créer une IA sur mesure qui va pouvoir répondre aux clients en se basant sur cette base de connaissances qui est leur site web. Si, à contrario, il aurait fallu qu'on fasse un exemple en démo en créant toute cette base de connaissances avec de l'IA classique, rien que pour reprendre tous les éléments de leur site web, c'est facile 6 mois pour ensuite voir les questions mal répondues, mettre de nouvelles phrases d'exemple, etc. Donc en fait, le ratio est énorme sur la vitesse d'apprentissage. D'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que l'IA classique est morte? Tout va être en IA générative, ça y est, c'est fini.
Alors, l'IA générative, le premier point, c'est que l'IA générative, ça coûte beaucoup moins cher à mettre en place, parce que vous l'avez vu, il y a une question de temps, une question d'apprentissage qui n'est pas présent dans l'IA générative. Néanmoins, le coût de l'IA générative est très important. Si on utilise GPT-4, qui est le dernier modèle de OpenAI, il faut savoir qu'une conversation, ça va coûter à peu près 2 centimes chaque conversation. Donc ça risque d'être assez élevé. Après, on peut aller sur des modèles un peu moins performants, mais qui sont quand même très performants, comme ChatGPT version gratuite, donc GPT 3.5, où là, le coût par conversation va être de 0,007. Donc au final, c'est beaucoup moins cher, mais ça reste quand même assez important. Donc ce qui est bien, c'est de mixer de l'IA classique et de l'IA générative quand on est sur du chatbot. Comme ça, on va permettre tous les cas d'usage qu'on veut traiter de manière classique, avec de la détection d'intention, par exemple les gros mots. Vous voulez le traiter, vous faites une petite base de connaissances de gros mots et vous avez votre réponse prédéfinie. Donc voilà. Et donc toute cette partie-là, ça va permettre, donc on peut venir faire un mix d'IA classique et d'IA générative, ça réduit les coûts, etc. L'autre point aussi, ça va être sur la partie, donc là on parlait de chatbot, mais l'autre point, ça va être sur la partie aussi quand on veut mettre en place des callbots. Quand on met en place un callbot, ce qui est important, c'est le temps de réaction. Enfin, c'est quand vous êtes au téléphone et que vous avez quelques secondes avant que l'IA vous réponde, c'est un peu lent. Là où quand vous êtes par écrit, vous voyez que la personne tape, enfin le robot, donc on est un peu plus patient. Mais au téléphone, beaucoup moins. Et l'IA classique, sa force, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide. Vu qu'elle est beaucoup plus légère, vu que c'est des modèles beaucoup moins lourds, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de les mixer. Premières intentions avec de l'IA classique et quand on sort du scope de l'IA générative, et ça peut être un bon mix, un bon moyen de faire ça. C'est d'ailleurs ce qu'on verra tout à l'heure avec Flavien. Alors justement, on a parlé d'IA générative, tu as parlé de mots ChatGPT, tu as parlé peut-être de Mistral gagnant. Dis-moi un petit peu quelles sont les différentes marques, les technos et qu'est-ce qu'on doit utiliser actuellement pour être au top de la technologie. Alors, déjà, il y en a, en étant français, si vous voulez, si vous êtes tous français ici, il y en a de certaines auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant ou de manière très restreinte. Gemini, qui est la version, l'IA de Google, vient tout juste d'être ouverte aux Français, mais sous certaines conditions. Il faut utiliser certains outils, donc c'est encore très contraignant et pas trop pour les Français. De la même manière, pour Claude d'Anthropic, qui est un modèle très performant, qui vient de sortir le dernier Claude, qui a des résultats très très bons, mais il n'est pas encore utilisable par des Français, par des entreprises françaises. Donc déjà, il y a cette question de où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je peux utiliser. Et donc ça, et qui sont mes clients. Si vos clients sont étrangers, ça a peut-être plus de sens d'utiliser d'autres modèles. Si vos clients sont français, par contre, une bonne alternative, c'est Mistral. Mistral, solution française qui a sorti Mistral le chat, qui est l'équivalent de ChatGPT si vous voulez le tester. Est-ce que des gens ont testé Mistral ? Quelques beaucoup moins. Mais c'est une alternative à ChatGPT. L'intérêt de Mistral, c'est que c'est des modèles beaucoup plus légers et très performant et avec une base de connaissances en français beaucoup plus importante que les autres modèles. Donc si on est sur du français, si on est sur, par exemple, de l'embarquer, je fais une application et je veux un modèle léger qui soit rapide, Mistral, c'est très bien. Et après, on a les traditionnels ChatGPT, OpenAI qui sont très performants, mais qui posent des problèmes à certaines sociétés pour l'utiliser en termes de RGPD, etc., même s'ils se revendiquent. Ils revendiquent ne pas utiliser les données quand on est via l'API, etc. Mais bon, ça peut faire peur quand même à beaucoup d'entreprises françaises. Et donc, dans ce cas-là, on peut proposer Microsoft Azure OpenAI, qui propose les modèles d'OpenAI, mais sur les serveurs Microsoft Azure et même dans le cadre de son cloud d'entreprise, si besoin. Voilà, donc ça dépend. Alors, la dernière question, c'est si je donne mes données à moi, comme on verra tout à l'heure avec Flavien, on donne les données de ses clients, est-ce qu'elles ne vont pas être piratées par d'autres personnes ? Alors, utilisé aussi. Oui. Alors, là, ça dépend des modèles et ça dépend des conditions de certains. Sur du Mistral, ce qui est bien, c'est que c'est des modèles open weight, qu'on va pouvoir mettre en fait sur vos serveurs et donc ça restera même potentiellement sur les serveurs du client ou sur les serveurs d'IDETA en l'occurrence. Donc, ça permet d'être entièrement sécurisé. De la même manière, sur Microsoft Azure, si on a confiance en Microsoft, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises françaises, il n'y a pas de contrainte parce qu'en fait, ils garantissent le non-usage de vos données personnelles, que c'est dans leur cloud, etc., etc.
En ce qui concerne Anthropic, pareil, se vante de cette partie-là. Llama, c'est pareil, on peut le mettre sur ses serveurs, donc ça garantit. Et OpenAI, en fait, il y a cette peur assez forte en tant que Français de se dire mais où vont mes données, etc. La réalité, c'est que ils revendiquent que si on utilise les modèles via API, donc pas en utilisant ChatGPT directement, mais via API, ils ne se servent pas de vos données et ils ne sont pas stockés pour faire de l'apprentissage. Par contre, sur ChatGPT, si vous ne faites rien, de base, vos conversations sont réutilisées pour l'apprentissage. Alors justement, Flavien, qu'est-ce que vous avez choisi chez Hublot ? Donc, côté Hublot, on a lancé la société en 2020 et il y a à peu près, je pense, 1 an et demi, on a essayé de regarder justement comment vous utilisez l'IA générative. Et la première utilisation, ça a été sur notre site internet. Donc, quand vous allez sur hublot.imo, on a un chatbot en bas à droite et on a essayé, après plusieurs itérations, de faire un couple entre du classique clic-bouton, donc avec un parcours assez simple, et de l'IA générative pour permettre notamment à des prospects de pouvoir poser les premières questions. Donc l'objectif, ça a été d'utiliser l'IA comme un moyen de classifier les leads avec une capacité conversationnelle, parce que quand les gens se connectent en pleine nuit à un site internet, ce qu'ils veulent, c'est une réponse à une question assez simple. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde un peu les métriques, donc Hublot, on a la chance de grossir. Alors on partait de 0, donc forcément on a une croissance assez importante. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le chatbot reste l'endroit sur le site le plus cliqué. Donc c'est un endroit qui attire l'œil et sur lequel il y a la première interaction. Et depuis qu'on a travaillé cette approche IA génératif plus parcours classique, on a une augmentation très significative de la prise de contact. Et c'est surtout intéressant, c'est qu'on peut le comparer avec avant. On a pu comparer entre la période où on n'avait pas de chatbot et donc les gens prenaient rendez-vous au travers du formulaire classique et là où ils peuvent le prendre au travers du chatbot, on a multiplié par 7 le nombre de rendez-vous. Donc chez Hublot, on est à peu près à 1000 rendez-vous par an et donc la très grande partie est utilisée par la partie chatbot. Et en dehors de cet aspect-là, on a essayé de travailler ensuite un peu plus précisément l'IA générative, cette fois-ci à destination de nos clients. Donc je rappelle, nous on accompagne des acteurs de l'immobilier. Et ce qu'on a essayé de regarder, c'est on a essayé de regarder des choses sur lesquelles les gens perdaient du temps de manière répétitive. Et dans l'immobilier, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses. Et la première chose assez drôle dans l'immobilier, c'est que quand vous interrogez des gens, vous leur demandez « mais comment vous rédigez les annonces ?» En fait, ils les rédigent à la main et à chaque fois qu'ils remettent l'annonce, ils recopient les informations, en sachant que c'est des informations qui sont très standardisées, ou alors elles devraient en tout cas, avec la localisation et les éléments. Et donc ce qu'on a proposé pour nos clients, c'est assez simple, c'est qu'une fois qu'ils aient rentré leur information de patrimoine, ça leur permet de récupérer un texte qui est automatiquement généré, qui peut être ensuite utilisé pour copier-coller sur un site internet ou sur Se Loger ou Le Bon Coin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ouvert à tout le monde, c'est d'utiliser l'IA générative pour vraiment de la création de contenu sur lequel il y a eu un cadre d'entraînement, une base de connaissances assez simple. Dans l'immobilier, l'annonce immobilière, c'est assez classique. Alors là, on est passé directement à la rédaction assistée, mais si on revient sur le support, moi j'ai utilisé régulièrement le chatbot d'Hublot, et c'est vrai qu'il répond à des questions qui sont en dehors même du scope de l'entreprise. Si on lui pose la question, et je me suis amusé plusieurs fois à le faire, c'est je suis propriétaire, je dois donner congé à mes locataires, quel est le délai ? Et là, il répond. Et si on lui dit « Ah, je me suis trompé, finalement, je ne suis pas en meublé, mais je suis en nue propriété », il dit « Ah, désolé, oui, c'est 6 mois au lieu de 3 mois. » Comment vous avez fait ce truc-là ? Est-ce que vous avez pris des heures, comme disait Sarah, ou ça a pris des jours ou des semaines ? Alors, il y a un peu des deux. C'est que la beauté de l'IA générative, c'est qu'il a envie de répondre. Donc même s'il ne sait pas, il va tenter une réponse. Et c'est ça la difficulté, c'est que la beauté, c'est qu'il peut trouver un enchaînement qui permet d'aller explorer des voies qui n'étaient pas prévues au départ, mais qui vont suivre un parcours utilisateur. L'inconvénient, c'est qu'il va dire de la merde parfois. Et donc la difficulté, c'est de définir les endroits où on va arrêter la conversation, où on va le réorienter. Et après, pour l'entraînement, on a eu des erreurs de l'apprentissage, notamment quand vous utilisez un site internet, vous pouvez par exemple avoir beaucoup d'articles de blog. Ces articles de blog peuvent contenir des informations contradictoires éventuellement et sur lesquelles, en fait, le chatbot ne va pas forcément savoir au premier abord quelle est l'information véritable. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important et on y reviendra certainement. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle la vérité fournie par ces éléments-là et l'IA générative reste qu'un outil. C'est un élément sur lequel on peut gagner du temps, c'est un élément qui est très intéressant dans l'échange. Par contre, il nécessite d'être certain de la base de connaissances de départ, sinon on arrive avec un truc qui va raconter tout et n'importe quoi. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris votre site web, votre blog, les fiches produits, les documentations Word, les PDF, les PowerPoint, tout ça, et vous l'avez envoyé sans distinction directement dans ChatGPT pour qu'il apprenne tout.
Oui, alors tout à fait. On utilise ChatGPT en termes de modèle, mais on pourrait utiliser d'autres modèles, hein, comme l'a mentionné Sarah, plus ou moins performants ou plus ou moins chers. Et oui, en fait, on va fournir une base documentaire qui peut être aussi bien des pages Notion, des PDF, un ensemble d'informations sur lequel on a quand même fait une sélection pour choisir les éléments pertinents, mais sur lequel ça a servi d'apprentissage pour que la personne, pour que le chatbot plutôt, aille interroger la bonne base en fonction de la question posée. Alors, et si jamais la loi change, là je parle de ma location meublée, on n'est plus à 6 mois, mais ton article de blog, comme tu l'as dit, il manque toujours 6 mois. Comment on fait? Est-ce qu'on doit réentraîner sur des nouvelles pages? On supprime les pages? Comment on fait ça? C'est le sujet, c'est que la base de connaissances, c'est un élément qui est vivant aussi, et donc il faut la mettre à jour régulièrement. Et donc souvent, on regarde justement les conversations. Ça, c'est un point que je pense assez important, c'est de regarder les échanges qui peuvent avoir lieu et les réponses données pour améliorer au fur et à mesure. Il ne faut pas percevoir ça comme quelque chose où je le lance et après je ne vais plus rien faire. Il y a une logique d'entraînement continu. Ce qui a beaucoup changé l'IA générative, c'est que ça a permis d'aller beaucoup plus vite et d'aller sur des coûts de développement beaucoup moins importants. Mais ça n'empêche pas que ça amène le même sujet qu'on avait auparavant, c'est qu'il faut avoir un entraînement un peu continu pour avoir une réponse pertinente. Alors je pense que ça vous prend quand même pas des heures par semaine, cet entraînement? Non, on est sur, je pense même pas chaque semaine, mais on va dire que chaque mois, on reprend un peu les différentes conversations et on réapprend. Et aussi, on produit de manière continue, on produit des nouveaux articles qui vont servir à alimenter les éléments. Alors là, on a parlé beaucoup de services clients, on a parlé d'aider les clients en eux-mêmes. L'IA, ça sert aussi à faire des tableaux de bord? Oui, il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Donc on a essayé de creuser le sujet en se disant, en fait, qu'est-ce qu'aime un utilisateur quand il utilise un logiciel? Il aime voir des données. Donc on a essayé de travailler en disant est-ce qu'on peut utiliser le conversationnel pour qu'en fait la personne puisse avoir ses propres tableaux de bord correspondant à sa requête. L'exemple assez simple, c'est de se dire quel est mon niveau d'impayé dans la région parisienne en juillet 2023 ? Je peux automatiquement avoir la bonne métrique. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet donc d'avoir quelque chose où, au lieu de présupposer ce que va vouloir la personne en métrique, on le rend un peu indépendant et surtout on est avec une capacité d'avoir des tableaux de bord qui sont complètement personnalisés. Un des enjeux qu'on a eu avec ce projet-là, c'est qu'on a eu comme enjeu d'être certain d'avoir une base de données propre. Donc je reviens toujours sur mon même sujet de dire il faut partir d'une donnée propre puisqu'en fait il a une intelligence, mais il faut qu'il soit certain que l'impayé soit exprimé correctement et que dans ma base de données, la donnée d'impayé soit correcte. Et ensuite, on a un sujet organisationnel au niveau de la donnée. On a beaucoup échangé avec, par exemple, des assez grandes sociétés qui ont eu comme grande inquiétude de se dire mais ça veut dire que tout le monde peut sortir ses reportings. Et donc, il y a un enjeu aussi de savoir quelle est la véracité et quelle est la donnée source et clé que je veux faire apparaître à mes interlocuteurs. Et ensuite, quand on utilise ce genre de technologie, arrive très souvent le sujet de sécurité, c'est-à-dire je laisse donc une IA potentiellement aller interroger n'importe quel élément de ma base, faut savoir si je mets une gestion des rôles ou des usages. Et très rapidement, en termes de technologie, c'est assez simple en termes d'approche, c'est que l'utilisateur tape une phrase, je veux tel truc, ça transforme sa phrase en requête informatique sous un langage SQL, ça interroge nos bases de données, ça renvoie la donnée, et ensuite on a entraîné pour dire quand c'est telle donnée, tu fais plutôt un graphique, tu fais plutôt un camembert, tu fais plutôt un élément de métrique. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on doit encore améliorer, mais qui fait partie pour nous d'un élément qui est très demandé par les utilisateurs, d'avoir une capacité, on va dire à l'infini, de générer des reportings ou d'avoir accès à la donnée. Alors là, on a encore parlé des clients finaux, mais les équipes internes aussi chez toi utilisent beaucoup l'IA. Et tu m'as dit qu'il y a 3 catégories d'utilisateurs, les réfractaires, on va dire les gens qui sont dans la moyenne et les promoteurs. Alors comment vous l'utilisez en interne? Qu'est-ce que ça change dans la vie des développeurs en particulier ou du marketing ou de l'utilisateur en général? Oui, donc comme on est vraiment un petit groupe, on est une vingtaine de personnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à notre échelle, on a quand même le sujet de conduite du changement et qu'est-ce que ça a impliqué comme évolution. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des gens qui étaient ultra adeptes, qui l'utilisaient à titre perso et qui voulaient tout faire avec ChatGPT. On avait des gens qui se disaient pourquoi pas essayer et des très grands réfractaires. Si on regarde par exemple sur le sujet du développement informatique, qui est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est une population qui devrait être assez adhérente à cet élément-là, on a eu ce même phénomène et notamment dans la partie informatique, on s'est aperçu qu'il y avait 2 grands cas d'usage qu'on pouvait faire. On pouvait beaucoup travailler sur l'automatisation d'actions répétitives.
Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y en a dans la salle des gens qui font du développement informatique, mais en fait, c'est écrire beaucoup de choses du développement informatique. C'est écrire, relire des choses et refaire parfois la même chose. Et on s'est aperçu que sur des points clés du développement informatique, sur la vérification du code de quelqu'un d'autre, sur le fait d'avoir des gestes techniques itératifs, en fait, on pouvait utiliser des prompts. C'est-à-dire, on peut demander à ChatGPT de faire mes actions pour vérifier certains éléments. Donc, dans la gestion technique, c'est important. Et également, deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu que ça permettait d'avancer sur le code. Donc ici, par exemple, sur la slide, vous avez quelques nouveaux projets ou startups, pour être précis. Il y en a un qui est très intéressant qui s'appelle Divine, où sa proposition de valeur est assez simple, c'est que demain, vous allez avoir un développeur qui est en fait une intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà, nous, étudié. Pour certaines fonctionnalités et développement informatique, en fait, on peut utiliser une IA pour aller très vite pour développer des choses. On peut proposer, par exemple, je veux créer un formulaire qui est très stéréotypé. En fait, on peut imaginer que l'IA génère automatiquement le code pour avoir ce formulaire là-dessus. Et donc, ça pose beaucoup de questions et d'enjeux, puisque là, on est face potentiellement à une révolution sur la productivité et le métier du développeur informatique. Et ça, on aurait pu le faire sur le marketing ou sur d'autres enjeux. Et le service client, il utilise aussi un petit peu l'IA chez vous? Oui, on utilise exactement un peu comme dans la démarche du chatbot sur notre site internet, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'IA pour la partie CSM ou pour juste que le client puisse interroger sur la manière conversationnelle. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu quand on est éditeur de logiciels, c'est d'arriver à faire en sorte que quand on a développé une fonctionnalité, on arrive à retranscrire dans les documents marketing et même en interne cette fonctionnalité. Et donc d'avoir des choses qui génèrent automatiquement de la documentation, et c'est assez clé. Et ce que je pense qui est très intéressant et qui est pas passé sous silence, mais qui est peut-être moins connu, c'est qu'on a aujourd'hui une véritable révolution de productivité comme on l'a eu il y a 20 ans. Moi, à mon époque, quand j'étais étudiant, on parlait beaucoup de la loi de Moore. Donc, c'était évidemment lié à la société Intel qui démontrait qu'en fait, tous les 18 mois, on avait un surcroît de productivité. On doublait les effets de productivité tous les 18 mois. Et en fait, on est passé à une nouvelle loi qui est la loi de Young, qui est en fait le fondateur de NVIDIA, que les gens peuvent connaître. NVIDIA, c'est maintenant la plus grande capitalisation boursière mondiale qui produit les puces qui servent notamment à être utilisés pour les langages naturels. Et eux ont en fait un effet de productivité encore supérieur. C'est-à-dire que dans cette technologie-là, qu'on pensait avoir atteint le plateau de productivité, il y a un phénomène exponentiel. Et donc, on est en train d'être dans un environnement où des IA génératives s'améliorent sans arrêt et sur lequel le support technologique connaît une évolution comme jamais on en a connu. Et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient regarder, vous pouvez regarder le cours de bourse de NVIDIA et vous voyez qu'aussi, elle a connu une forme exponentielle avec les éléments. Alors, s'il y avait 3 choses à retenir sur l'utilisation de l'IA générative dans les entreprises en global, chez toi? Le premier, c'est le gain de temps. Et ça, vraiment pour tout le monde. Je pense que là, on peut parler du développement informatique, du marketing, pour faire des articles, du compte-rendu. Il y a un gain de temps qui aujourd'hui peut être exprimé, je pense, en heures. La question, c'est est-ce qu'en fait, on ne parlera pas plus tard en jours ou en mois, et notamment sur le développement informatique. Donc je pense que sans commune mesure, il y a un gain de temps. Deuxième chose, je pense que même si on n'aime pas, c'est un peu quelque chose qui va arriver. C'est un peu comme être contre la révolution de la calculatrice alors que j'avais un boulier. En fait, quoi qu'il arrive demain, je vais devoir utiliser l'IA générative. Ça va être un outil. Et donc, en fait, il va permettre beaucoup de choses et je pense qu'il faut plutôt l'adopter que d'être réfractaire. Par contre, j'ai bien utilisé le terme « outil », c'est-à-dire que c'est un élément qui ne peut être utilisé qu'en coordination avec un humain. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire autour des process, autour de la formation et autour, dernier point, de la base de connaissances. Toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si je lui donne des choses nulles comme base d'entraînement, il ne peut pas sortir quelque chose de propre en termes d'interaction avec d'autres humains. Ok, merci pour ces 3 conseils clés. Si on passe maintenant à une entreprise 3000 salariés, qui est plus grande, quels sont les différents projets que vous avez mis en place? Donc toi, tu es responsable d'innovation chez Stellian, donc beaucoup de projets, beaucoup d'enjeux. Tu m'as dit combien? 600 000 sinistres gérés chaque année? 480 000 à 480 000 seulement. Bon, voilà. Heureusement, on n'a pas eu trop d'événements climatiques pour augmenter ça. Donc vous avez fait plusieurs essais, du mailbot, du chatbot, du callbot, de l'agent assist et des projets encore plus grands qu'on va voir après. Dis-moi un petit peu quel a été le cheminement. Je crois que vous avez commencé au début par du mailbot parce que c'était la source de productivité. En fait, on recevait beaucoup d'emails et c'était très chronophage à traiter. Et donc, on a trouvé que c'était un irritant qui était important de traiter dès le début. Donc, comment éviter à nos gestionnaires, en fait, en interne, de passer de l'outil de gestion, on va dire plutôt typé CRM, plan d'action,
à l'outil de messagerie, en fait, à Outlook, hein, et d'éviter en fait ce switch permanent tout au long de l'activité pour des actions qui sont à leur charge, mais aussi des actions qui ne sont pas à leur charge. Donc elles doivent dépiler les emails et dire ça c'est pour moi, je dois le traiter, ou ça c'est par ma collègue, je dois le traiter, ou ça c'est pour des experts et donc je leur envoie, ils doivent le traiter. Donc toute cette partie chronophage, on l'a essayé de l'analyser en détectant les intentions des emails et de les adresser directement à la bonne personne et que en fait la gestionnaire se concentre sur son application de gestion à suivre en fait son catalogue de tâches. D'accord. Et donc c'est là-dessus où en fait on a mis l'IA en fait, et ça date déjà d'il y a 4 ans, donc de dire de les mettre l'IA au bon endroit, au bon niveau, pour bien faire la bonne expérience utilisateur, pour que les gestionnaires aient des tâches qui soient faciles et qui soient en même temps nourricières. On va dire que tous les jours, elles soient capables de faire la bonne action au bon moment et d'éviter les tâches superflues. Ouais, c'est vrai que tu m'as dit chez Stellian, la volonté c'est faire de l'innovation quand ça sert, mais pas de l'innovation pour l'innovation. Par exemple, vous avez testé et évalué le chatbot, mais là vous avez dit non, c'est pas pour nous. Voilà, on a cette chance d'être un grand groupe des fois, donc on a cette chance de tester beaucoup de solutions. Des fois, on va dire des solutions plus matures, des autres très moins matures. Donc on a fait le choix, pareil, il y a déjà quelques années, d'avoir testé des chatbots ou même des callbots entre deux. Et à chaque fois, en fait, toutes ces solutions ne respectaient pas notre engagement de relation client. Donc à chaque fois, on n'arrivait pas à détecter comme on peut le faire aujourd'hui, et c'est pour ça peut-être qu'on va y revenir, vous allez voir après, mais à détecter la qualité, l'émotion, le relationnel en fait dans le discours et comment on peut mieux prendre en charge un sinistré au moment où il nous contacte. D'accord. Tout le délai aussi, tout l'enjeu, il est là. C'est que suivant au moment où l'assuré nous contacte, il n'a pas les mêmes exigences en fait dans son parcours client. Donc comment on peut remettre en fait l'intelligence de parcours avec de l'IA pour aller plus loin. Et les dernières solutions qu'on a, on est plutôt précurseur là-dessus, c'est plutôt intéressant, mais toutes les solutions qu'on avait testées un peu avant, on était quand même sur des parcours, on va dire, d'intelligence qui sont très semblables à des parcours digitaux. Souvent, même un callbot ou un chatbot, c'était un peu comme remplir un formulaire assisté. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui était sympa pour l'assuré. Ouais, tu m'avais dit que le chatbot, en plus, c'était pas adapté parce que vos clients, ils appellent au téléphone et remplissent des formulaires. Et un chatbot, en fait, c'était rajouter une couche qui n'avait pas lieu d'être. Voilà. Par contre, vous avez fait des tests, même 2 tests sur les callbots. Sur les callbots, donc pareil, le premier qu'on avait fait, en fait, sur les callbots, on était sur un formulaire où on demandait à la personne son nom, son prénom. On posait beaucoup de questions et c'était très itératif. Et donc, on était vraiment sur ce système de remplissage un peu formulaire, comme je le ferais sur un Google Form classique. Et donc, on voyait que l'expérience ne s'apprenait pas. Donc, on a préféré l'abandonner pour repenser en fait vraiment cette approche dans un écosystème plus global. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, au moins sur tout ce qu'on parlait là, sur l'intelligence de calcul, ça a tellement évolué qu'on va repenser l'expérience utilisateur pour non plus poser des petites questions, mais des grosses questions dans son ensemble. Et en gros, en 3 questions existentielles, décrivez-moi votre sinistre, c'est quoi pour vous les points importants, c'est quoi les dommages, et ben on est capable de traiter tout le flux d'informations qu'on faisait avant en une 40aine de questions et qui étaient très longues et très fastidieuses. Donc c'est ça que nous a permis l'IA, et d'avoir des puissances de calcul qui vont traiter, comme on le traitait une réponse avant, de traiter presque 1 minute de texte avec la même efficience, on va dire, technique derrière. Ouais, c'est cette différence de compréhension. On ne demande pas aux gens comme avant, dites-moi votre nom, prénom, mais dites-moi où vous habitez, quel est votre numéro client. Et puis après, l'intelligence artificielle est capable de dire hey, il me manque telle information, et il va demander au client au fait, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas dit ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on l'a traité en 3 grandes questions un peu génériques. Et on se permet, en fait, ça nous laisse le temps de traiter les réponses en fait, des 2 premières questions pour éventuellement faire une question 4e subsidiaire et une 5e sur la réponse de la 3e question. On a le temps de traiter en fait, dans les questions suivantes les réponses des premières questions et de faire un parcours qui est comme une conversation lambda et qui est moins coupé comme les callbots qu'on le faisait par le passé. Ouais. Alors justement là on a parlé beaucoup du client, enfin de l'assuré pour toi, c'est bien aussi d'aider les collaborateurs, donc leur donner la possibilité d'avoir des gains de productivité, en particulier les fonctions agent assist. Voilà. Voilà, on peut
on a testé, et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure, en fait, je ne sais plus ton prénom. Flavien, voilà. Et donc, le premier point, c'est l'analyse. Et dire comment on peut analyser le comportement de nos agents. Donc, nous, chez Stellian, on a sorti, là, on va le packager sous le forme de produit, mais au début, on l'a fait en interne, donc Maïa, pour analyser, en fait, le comportement de nos agents et avoir directement des dashboards en fait, sur les mots utilisés, sur l'expérience donnée, sur la détection des émotions, et donc d'avoir ce corpus en fait, qui va alimenter en fait, notre réflexion en interne pour mettre l'IA au bon endroit et sur les bons cas d'usage. Et donc, par exemple, on peut se rendre compte que le temps de conversation est très dépendant en fait, du temps de recherche en fait, de l'agent pour trouver la bonne réponse à sa question. Si un assuré lui demande en fait, il en est où mon dossier, eh ben, il faut clairement qu'il aille dans l'outil de gestion, aller chercher l'info, etc., etc. Et donc demain, en fait, on voit tout le temps de recherche, on est capable de le retirer parce qu'on voit que c'est un irritant important. Ça va allonger les temps de conversation et donc de le traiter directement en remontant la remontée de fiches et d'investir sur les bons endroits au bon moment. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Flavien, c'est l'analyse qui permet d'évaluer en fait la qualité des agents, et c'est là-dessus qu'on l'a packagé en fait pour le salon et qu'on est capable de le distribuer. Alors il y a cet aspect-là, mais aussi l'aspect gain de productivité pour l'agent lui-même, avec les capacités d'IA générative pour résumer, faire de la transcription. Ça aussi c'est un gain de temps tangible. Oui, donc voilà, l'avantage de l'IA générative derrière tout ça, c'est la capacité à comprendre donc le texte, mais aussi en générer d'autres. Et donc, on est capable aussi de générer les réponses ou de générer en fait des discours que l'agent pourra retranscrire à sa guise à l'assuré qu'il a au téléphone. Donc, faire un peu de prédictif en fait sur la réponse à donner et de prévoir un peu. Aujourd'hui, on est beaucoup dans un mode info push. On va pousser de l'information vers l'agent au téléphone et c'est lui qui choisit ou non de la distribuer telle qu'elle en fait à l'assuré. Alors là, on a vu des solutions vraiment opérationnelles, la gain de productivité pour le client et pour, bien sûr, les collaborateurs. Là, vous voulez aller encore plus loin et je trouve que ce programme, qui est d'événements de grande ampleur, est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il mêle à la fois de l'IA et de l'humain. Alors, voilà. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. Donc là, vous êtes sûrement tous au courant. On a cette année, depuis septembre l'année dernière, on a des inondations quand même assez fortes en France, qui ont commencé par le nord de la France. Et il faut savoir quand même, au début février, il y a quand même 8 régions en fait, sur 17 qui ont été victimes d'inondations en France. Donc c'est quand même assez record. Et sur les premières inondations, en fait les 2 premières tempêtes, donc Sierra et Domingos, c'est 600 000 dossiers d'assurance qui ont été déclarés en l'espace de 15 jours. Donc 600 000 dossiers. Il y a un vrai enjeu derrière pour les assureurs de travailler en fait ces déclarations et d'être très réactifs pour accompagner les assurés. Donc tout l'enjeu pour un groupe comme Stellian, c'est demain d'aider les assureurs à prendre en charge ces déclarations et d'être le plus efficace possible pour gérer à notre niveau au moins 200 000 déclarations en moins d'un mois. Ouais, tu me disais de passer de 1000 dossiers par jour à 10 000 dossiers par jour. C'est à peu près l'échelle de grandeur qu'on voit, donc de 1000 à 10 000, voilà, pour aider en fait, à ce que les assurés ne soient pas en fait, dans la gadoue pendant des mois, comme vous pouvez le voir dans les différents JT quotidiens. Quoi. Alors comment vous allez faire ? Pareil, toujours un peu la même démarche, ça repose toujours sur l'analyse et tout ça, et donc on a analysé tous nos comportements, et le premier, c'est d'être au plus près au meilleur moment avec l'assuré. Donc, comment on peut lui mettre en place des solutions digitales. Donc, solutions digitales, c'est des parcours digitaux, c'est des callbots, des chatbots, des solutions où en fait l'assuré est moteur en fait de sa démarche de déclaration. Et en même temps, on va l'accompagner tout de suite pour bien qualifier le sinistre et voir comment on peut le traiter et si on peut le gérer autrement en fait qu'avec des humains. Parce que ce qu'on croit, c'est que en fait, on sera d'autant plus adapté à la volumétrie. Moins on est dépendant des humains, parce que des humains, on ne peut pas en avoir, même si on est 3000, on ne peut pas en avoir 5000 du jour au lendemain. Alors, cette solution, il y a 0 humain, il n'y a que de l'IA ? Non, le but, c'est vraiment toujours de détecter en fait, là où l'humain est important et de détecter là où l'humain est intéressant pour l'assurer.
en fait, aujourd'hui, on fait tous des parcours d'achat, de vente, etc. En digital, et on n'est plus choqué de ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des humains, et ben, ils ont besoin en fait, d'avoir un bon niveau de relation. Et nous, ce qu'on engage chez Stellian à travers notre politique de relation client, c'est de mettre l'humain au bon endroit, au bon moment, pour, au contraire, faire de ce moment difficile un moment en fait, d'empathie et d'engagement aussi de l'assureur, d'accord? De dire, c'est la profession de foi de l'assureur, de bien prendre en charge les sinistres, et donc on est le relais de tout ça et d'accompagner l'assuré dans sa bonne démarche et en lui donnant des conseils et demain l'aider à faire la prévention en fait de son sinistre. Alors, s'il faut retenir 2-3 choses de ton intervention, ça serait quoi? L'IA et l'humain, l'IA au bon moment, c'est quoi ce qu'il faut retenir un petit peu comme Flavien l'a indiqué précédemment? C'est que l'IA, je suis d'accord avec Flavien, l'IA, c'est pas magique. Et c'est important de penser sur le produit, sur la valeur qu'on veut fournir et de mettre l'IA au bon endroit, derrière le bon cas d'usage. Et de dire c'est quoi un peu les valeurs qu'on veut transmettre et la réalité en fait, qu'on veut évaluer pour mettre l'IA au bon endroit. D'accord ? Et là, l'outil qu'on a présenté, vous avez un peu comment on l'a fait chez nous et ce qu'on permet de déployer. Et donc, vous verrez après, si vous passez sur le stand, qu'il y a beaucoup de dashboards et tout ça. Mais c'est surtout de bien évaluer l'importance et là où on veut mettre l'IA. Et après, on va dire les techs choisiront quel IA il faut mettre, quel algorithme il faut mettre en fonction de quel cas d'usage. Mais c'est vraiment la valeur qu'on veut distribuer qui est importante. Donc prendre en compte cette valeur et allier humain et IA pour avoir la meilleure expérience client et pas déshumaniser la relation client. Alors, merci pour ces quelques mots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur la partie conclusion et après, on pourra passer à la session de questions-réponses. Ce qu'il fallait retenir, nous, on a quand même essayé de mettre un petit point avant. Avant tout, c'est de dire quand même que attention à l'impact écologique aussi de l'IA. Sarah l'a indiqué, l'IA générative coûte bien plus cher que l'IA classique, mais elle a aussi un coût écologique qui n'est pas négligeable. Par exemple, l'IA générative, grosso modo, pour 5 à 50 requêtes avec ChatGPT, c'est 1 demi-litre d'eau qui est utilisé pour les serveurs, pour le refroidissement, etc., etc. Lorsque vous faites 1000 images générées avec l'intelligence artificielle, c'est 6,6 km en voiture. Si vous utilisez un modèle qui n'est pas adapté pour faire des images, ça peut vous coûter le temps de chargement d'une batterie de smartphone ou 16% pour 1000 textes générés. Donc ce n'est pas un coût neutre et aussi ce n'est pas forcément économiquement plus intéressant puisque les modèles classiques pour de l'analyse par exemple de texte sont bien plus efficaces, jusqu'à 30 fois plus efficaces et plus rapides que tout simplement des modèles de type ChatGPT. Donc voilà, il faut se poser vraiment l'idée, c'est quand je mets de l'IA générative, à quel moment et pour quel impact. Alors, c'est aussi se dire qu'il faut penser low-tech. Qu'est-ce que ça veut dire low-tech? C'est simplement se dire que je ne vais pas forcément penser high-tech. High-tech, c'est les chatbots, c'est les callbots, etc., où on fait vraiment appel à l'IA générative qui est très compliqué, très complexe, avec du paramétrage, où on a vraiment des métamoteurs, comme je disais, on a vraiment de la pure intelligence informatique. Ce qu'on peut faire, c'est se dire, je vais plutôt faire du low-tech. Le low-tech, par exemple, c'est à G2R La Mondiale, il y a Tanguy Vincent qui nous a fait le plaisir de faire une intervention avec nous, qui nous expliquait qu'en mettant en place un SVI visuel, c'est-à-dire que quand on est au téléphone, la personne, on lui propose de dire tiens, la demande que vous avez faite, qui est par exemple, je sais pas, une récupération de mot de passe ou télécharger une carte d'assuré, on lui propose de dire tiens, je vous envoie un SMS et vous pouvez faire la procédure vous-même en étant toujours au téléphone ou pas d'ailleurs, et on leur propose de le faire avec une interface web qui permet à la personne de le faire en self-care et de pouvoir traiter sa demande. Si jamais après elle est coincée, en fait elle a juste à cliquer sur un bouton, elle revient sur le téléphone dans la bonne file d'attente, bien classée et bien sûr en passant devant tout le monde. Et ça en fait ça coûte genre 5 à 10 fois moins cher qu'un callbot. Et pourtant on arrive à une efficacité qui est super intéressante puisque là dans l'exemple que indiquait Tanguy, grosso modo sur 100 appels qui étaient transformés en digital avec le SVI visuel, il y en avait 55% qui étaient traités en self-care. Il y a uniquement 45% des appels qui revenaient vers un agent. Donc c'est une solution qui coûte moins cher, écologiquement beaucoup moins, qui a beaucoup moins d'impact et qui est aussi simple pour les clients. Donc ne pensez pas forcément high-tech, pensez low-tech, pensez efficacité utilisateur. Donc ce qu'il fallait revenir, c'est la première chose, tout simplement, on l'a dit, l'intelligence artificielle révolutionne la relation client. Il ne faut surtout pas manquer le train ou ne manquez pas la vague, sinon vous allez la prendre en pleine figure. Identifier les cas d'usage les plus pertinents. L'IA, ça se met au bon endroit avec la bonne IA.
Faites des tests, lancez-vous, testez. Je pense que Flavien et Vincent vous ont donné des bons exemples qu'il faut se lancer, qu'il faut tester. Les technologies sont vraiment à la portée de tous. N'oubliez pas, comme je disais, de penser low-tech. On n'est pas forcément obligé de mettre du high-tech. Et bien entendu, Eloquent, nous on est là avec notre partenaire IDETA pour vous aider à mettre en place ces technologies high-tech, low-tech. Alors on vous propose un petit plan d'action assez simple, c'est dire voilà, identifier dès maintenant où vous allez pouvoir mettre de l'IA générative dans votre parcours client. C'est également se dire voilà, analyser les moments où l'IA sera le plus utile en high-tech ou en low-tech. Partager avec les opérationnels, c'est souvent eux qui connaissent le mieux quelles sont les problématiques des clients et qui connaissent les cas d'usage les plus importants. Donc ensuite, vous calez un rendez-vous avec nous et on vous dit voilà, quelle est la techno, l'outil qui est le plus intéressant. D'ici 3 mois, lancez un pilote. Ça peut être du chatbot, comme tu l'as dit. C'est quelques jours, quelques semaines pour mettre en place un chatbot en IA générative. Du callbot, c'est un petit peu plus long, comme on l'a dit, parce que c'est une techno qui est quand même plus complexe, parce qu'on fait de la voix. Il y a des gens qui ont des accents. Il y a des gens qui parlent avec un environnement bruité. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire. Mais ce sont en fait des outils qui sont vraiment intéressants. D'ici 6 mois, faites un bilan et sortez du pilote pour passer en mode industriel, déployez donc les solutions et ensuite continuez en améliorant l'efficacité de vos agents. Voilà, je vous donne aussi rendez-vous demain. Là, on a parlé beaucoup d'IA, on a parlé beaucoup d'automatisation, mais l'humain est également au cœur, et c'est ce qu'a dit Vincent. Et demain, en fait, à 15 h, donc dans la même salle, on vous donne rendez-vous pour une conférence où on aura le plaisir en fait, de mettre le conseiller, l'agent au cœur des préoccupations. Et cette fois, on aura donc la MNT qui a vraiment un programme super intéressant qui s'appelle la relation client attentionnée. Je pense que c'est un plus gros programme d'engagement collaborateur. Et ils vous présenteront la fresque de l'adhérent, qui est un dérivé de la fresque du climat, qui permet de diffuser une culture client. Et vous verrez également avec Geodis comment une relation client de proximité peut créer un effet waouh. Alors je crois qu'on a le temps de prendre une question avant la fin. Alors je te laisse prendre le micro. Bonjour, merci. J'ai une question sur l'intégration et la stabilité des modèles LLM. Quelles sont les stratégies utilisées pour garantir la fiabilité et la qualité des résultats des modèles LLM, OpenAI ou Mistral? Et quelles sont les approches utilisées pour permettre de résoudre les problèmes en cas d'interruption de service des API OpenAI ou Mistral? Ouais, je vais. Du coup, la première chose, c'est de venir en fait bloquer l'apprentissage à la base de connaissances. Donc comme ça, c'est ce qui va. En gros, on va mettre un modèle d'IA générative avec ce qui s'appelle un RAG. Et le RAG, en fait, il va aller chercher les informations dans la base de connaissances. Donc ça va permettre à l'IA de pouvoir être séquestrée dans une base de connaissances et pas d'aller chercher les informations ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut aussi rajouter une IA par-dessus, en disant, une fois que tu as répondu, ça passe dans une autre IA qui va venir vérifier que ça, y a bien, que ça répond bien à la question, qu'il n'y a pas de contraintes, etc. En fait, une IA de sécurité qui va venir vérifier que ça correspond à l'entreprise. Et comme ça évite toute dérive. Et le dernier point, c'était sur s'il y a un problème en fait, de maintenance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, chez IDETA, on est multi-IA, donc on peut très bien basculer d'une IA à un autre et on peut prévoir que si l'API ne répond pas, il y a une bulle. Nous on appelle ça des bulles, ça va sur une autre bulle qui sera une autre IA générative et qui va venir prendre la main sur cette IA. Donc ça permet d'avoir pas mal de moyens de venir contourner tous les problèmes qu'il peut y avoir quand on utilise des API. Et c'est une très bonne question puisqu'on l'a régulièrement pour du callbot. Parce qu'autant le chatbot, on voit que ce n'est pas essentiel forcément, ça peut tomber en panne. Mais du callbot au téléphone, on ne peut pas se permettre. Une fois que c'est mis en place, on a un tel gain de productivité que les gens ne peuvent plus s'en passer. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on duplique donc tout simplement le STT, le TTS sur d'autres serveurs qui permettent en fait de prendre le relais. Et nous, on a justement des plans de continuation de l'activité. Et bien entendu, on peut utiliser d'autres IA. Si par exemple, pour un client, on utilise du Google, on peut mettre après du Mistral, on peut mettre d'autres informations. Alors je crois qu'on a le temps de faire une question ou pas? Oui, encore une. Une question. Ne soyez pas timide. Hein. Vous avez à votre disposition des experts autour de la table. Ah, si, il y a une deuxième question. Monsieur, vous allez nous sauver la session questions-réponses. Personne qui pose la question, donc je profite. En termes de coûts et infra, quelle est l'approche que vous recommandez pour une PME
qui souhaitent développer un LLM en local, en fait? Alors, moi, je vous dirais quand même que si vous n'êtes pas dans l'informatique, faites appel à des solutions SaaS. Comme on propose, c'est vachement plus simple. Vous n'allez pas vous embêter à gérer un serveur, gérer de la sécurité, tout ça. Comme je disais, le coût est tellement ridicule qu'il vaut mieux compter le nombre de jours que ça va vous prendre. Si vous prenez un développeur ou quelqu'un en interne, il vaut mieux faire appel à des spécialistes. C'est quand même plus simple. Vous avez la sécurité, vous avez la maintenance. Et bien entendu, des éditeurs comme nous utilisons de l'IA générative, comme on le disait, qui peut être intégrée sur des serveurs de chez nous. Donc, vaut mieux pas s'embêter avec tout ça, il vaut mieux déléguer la sécurité et toutes ces informations. Merci. Voilà. Je crois qu'on est bon. Oui, merci beaucoup.